Chers auditeurs, aujourd'hui nous retrouvons pour un nouvel épisode du podcast de la chaire de gestion de crise, Wedgie. Je suis toujours avec vous, Tanguy Bornet, assistant de recherche à la chaire de gestion de crise au sein de l'Université de technologie de Troyes. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cet épisode avec Barbara Menck. Bonjour et bienvenue sur Wedgie, le podcast de la chaire de gestion de crise. Bonjour, merci à vous. Alors aujourd'hui, un épisode consacré sur un double format, un format de partage d'expérience, mais également un partage sur l'industrie de la sécurité avec un de nos mécènes, CS Group. Je vais vous présenter rapidement Barbara Menck avant de poursuivre sur notre échange avec trois temps qui vont construire notre échange. Un premier sur le partage d'expérience, sur la vie professionnelle, mais également sur la vie privée. Et puis, nous continuerons notre échange sur l'industrie de la sécurité avec les solutions proposées par votre employeur, CS Group, anciennement Diginex, mais fusionné depuis 2020 au sein du groupe CS Group. Puis nous verrons quelques échanges sur l'actualité du moment. Alors, Barbara Menck, vous avez été licenciée d'un bachelor en sciences politiques, un master en relations internationales à l'université de Nottingham en Grande-Bretagne, qui a été complété ensuite par un master en sciences du langage. Dans la vie privée, vous êtes sapeur-pompier volontaire, vous avez commencé au SDIS du département de la Haute-Vienne pendant 8 ans, puis au SDIS 31 de la Haute-Garonne depuis 2 ans maintenant. Vous êtes membre et chargé de communication en tant que bénévole chez les pompiers de l'Urgence internationale, une organisation non gouvernementale française de solidarité internationale. On aura l'occasion de revenir sur ça. Et vous avez pu vivre de près, par exemple, en tant que, que sauveteur à l'explosion au Liban, à Beyrouth, en 2020. Une expérience de terrain qui vient compléter aussi des recherches et puis également votre vie professionnelle actuellement à CS Group. Est-ce que vous pouvez expliquer, Barbara Menck, pour nos auditeurs, ce qui vous a emmené au sujet de la gestion des risques et des crises en tant que sapeur-pompier volontaire tout d'abord et dans le travail jusqu'à votre arrivée chez CS Group? Alors déjà, merci Tanguy pour cette petite entrée en matière. Eh bien, écoutez, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu me mettre au service des autres, donner de mon temps, de ma personne. C'était un peu dans mon ADN. Voilà. Enfant, j'accompagnais déjà mon père dans le cadre du Lions Club à des quêtes pour les aveugles et les malvoyants, des distributions alimentaires, le Téléthon, plusieurs années de suite. Alors c'est vrai qu'il n'était pas question de gestion de risque, mais il était déjà question de venir en aide aux personnes vulnérables. Alors, je pensais que mes études de politique, de relations internationales, vous l'avez dit, me destineraient à une carrière professionnelle dans le cadre d'une organisation internationale, justement. Cela n'a pas été le cas. Ma vie de globe-trotter a été telle que j'ai pu concrétiser mon engagement que bien plus tard. Mais aujourd'hui, d'une certaine manière, la boucle est bouclée, puisque je suis devenue sapeur-pompier volontaire, donc SPV d'une part, et aussi bénévole dans le cadre associatif, hein, vous le disiez, une organisation de sapeurs-pompiers également par ailleurs. Et c'est par ce réseau pompier que j'ai découvert CS Group et ses activités liées à la gestion de crise, pour la sécurité civile notamment. Et le poste que j'occupe aujourd'hui bien, me permet en quelque sorte d'allier l'utile à l'agréable. Je valorise mes compétences dans mon domaine de prédilection en quelque sorte. Donc, vous l'avez dit, vous avez commencé dans ce monde-là en tant que sapeur-pompier volontaire, et cet engagement vous a conduit à créer l'application Firehouse. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste? Oui, alors le projet Firehouse a vu le temps peu de temps après que j'ai rejoint le corps des sapeurs-pompiers. La formation numérique, alors c'était il y a 10 ans maintenant, n'était pas aussi avancée qu'elle l'est aujourd'hui, en tout cas dans certains départements où on a la plateforme interactive APIS qui regroupe des ressources pédagogiques des SDIS et puis en mutualise certaines. Donc à ce moment-là, je trouvais que ma formation, la formation dite initiale, n'était pas toujours, les supports n'étaient pas toujours très intuitifs ni adaptés à l'apprentissage, pas adaptés pour la génération numérique, hein, ceux qui sont vraiment ceux qui ont grandi avec des écrans entre les mains, mais pas non plus pour des SPV comme moi occupés à temps plein par une activité professionnelle. Je voulais donc apporter ma pierre à l'édifice et aider à démocratiser la formation numérique. C'est pourquoi j'ai conçu avec un collègue officier une application qui se voulait à la fois interactive et ergonomique pour la formation initiale incendie pour les nouvelles recrues.
Donc, dans cette application, nous couvrions le matériel de base, les équipements de protection individuelle, les sigles, les acronymes, les grades, les galons, les transmissions, bref, tout ce qui nous est enseigné au début de notre formation, et le tout avec des QCM ludiques. Cette petite application était disponible sur les stores pour quelques euros, et nous avions ébauché la possibilité d'un partenariat avec un SDIS, et puis eh bien, je me suis lancée sur d'autres projets qui ont pris le dessus. Avec plus de 10 ans d'expérience en tant que sapeur-pompier volontaire, d'engagement au service des citoyens, est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué en particulier dans cet engagement? Alors, cela fait effectivement 10 ans cette année d'ailleurs, je suis SPV au 1er avril. Alors, cet engagement est tout ce qu'il y a de plus sérieux, évidemment. J'ai connu plusieurs interventions marquantes dans ce laps de temps. Contre toute attente, ce ne sont pas forcément les interventions les plus spectaculaires, je dirais, les incendies ou des accidents de la route. C'est davantage lié aux victimes ou à leurs proches. Lors d'opérations de secours à personne. Comme vous le savez, c'est le plus gros de notre activité opérationnelle aujourd'hui. Hein. Et les souvenirs que j'ai, ce sont des souvenirs d'un geste, un regard, un sourire, d'une victime lorsque nous lui sommes venus en aide, ou même certaines qui spontanément m'embrassaient à l'arrivée à l'hôpital. Alors, c'était avant la crise sanitaire, hein, je le remets dans le contexte, bien sûr. Mais c'est vraiment pour tous ces petits instants de vie que je me suis engagée et qu'aujourd'hui, je me réengagerai avec le recul. Après, bien sûr, ce serait mentir que de dire que je n'ai pas aussi des souvenirs moins joyeux de personnes que nous n'avons hélas pas pu sauver. D'ailleurs, j'en profite pour nos auditeurs de renvoyer à l'épisode de Daisy Hackey, numéro 2 de notre podcast, si vous êtes intéressé par l'aspect social des interventions, notamment chez les sapeurs-pompiers. Vous êtes également chargé de la communication de l'association Pompiers de l'Urgence Internationale. Est-ce que vous pouvez expliquer cette ONG en la présentant, expliquer ses missions pour nos auditeurs? Moi-même, j'ai pu découvrir cette ONG en préparant ce podcast, une association intéressante avec des actions vraiment fortes et très opérationnelles à l'international. Oui, alors absolument. Alors par contre, je rebondis juste parce que vous mentionnez ce podcast que j'ai moi-même pu écouter, où il est effectivement question de beaucoup d'actions sociales et ce sont aussi des actions menées par PUI. Mais bon, déjà commençons à la base. PUI, qu'est-ce que c'est? Donc Pompiers de l'Urgence Internationale. C'est une organisation non gouvernementale, donc une ONG qui intervient sur des théâtres d'opérations suite à des catastrophes telles des séismes du Népal en 2015, Équateur 2016, les célèbres en Indonésie en 2018, pour vous donner des exemples. Nous y étions à chaque fois. PUI a été la première organisation française qui a été classifiée, hein, pour reprendre le terme consacré, en 2010 en tant qu'équipe internationale de recherche et de secours. Donc le fameux acronyme USAR qu'on entend beaucoup maintenant, Urban Search and Rescue. Donc une classification sous l'égide de l'ONU et une homologation qui est valable 5 ans. Donc d'ailleurs, petite parenthèse, en automne cette année, nous devrions nous reclassifier si les conditions sanitaires le permettent. Donc au-delà de ces missions, donc on va dire post-catastrophe, hein, PUI a pour vocation d'instaurer ce que l'on appelle une culture du risque. Il s'agit en fait d'une culture de prévention, anticiper les risques majeurs et induire les bons comportements à tenir, alors auprès de la population d'une part, mais aussi de la sécurité civile. Alors, si on prend un exemple concret, par exemple l'exemple du Tadjikistan en Asie centrale, nous avions été commissionnés au sein de l'organisation par le réseau de développement Aga Khan pour dispenser sur plusieurs années de la formation aux forces de la sécurité civile, les pompiers, les militaires et aussi les sauveteurs du groupe Focus. Alors, il faut vraiment contextualiser tout cela. Le Tadjikistan, c'est un pays très enclavé, un pays montagneux à 90%, et la moitié est au-delà de 3000 mètres d'altitude, et c'est proche de la frontière entre deux plaques, les plaques indiennes et les plaques eurasiennes. C'est donc une zone à très haut risque, le risque sismique, mais aussi les glissements de terrain, les avalanches, les crues éclairs. Étant donné l'éloignement du Tadjikistan, ce terrain accidenté et le climat qui se veut très rigoureux, une équipe internationale de secours mettrait au moins plusieurs jours pour arriver sur les lieux. Donc le but de cet accompagnement que nous avons fourni était de développer l'autonomie opérationnelle des secours sur place afin de mieux coordonner leurs efforts. Et c'est ce que nous avons fait avec plusieurs formations consécutives. D'ailleurs, l'engouement des participants était tel que certains faisaient de longs déplacements tous les jours, matin et soir, pour pouvoir y assister.
Alors, ces missions de formation et de prévention s'accompagnent aussi souvent de dons. Suite à notre intervention, notamment à Guiwan, au Samar oriental, aux Philippines, alors c'était au lendemain d'un typhon, hein, c'était en 2013, nous sommes retournés sur place à plusieurs reprises, moi-même j'y suis allée 2 fois, pour dispenser des formations à la fois de secourisme, de secours routier, d'incendie et de sauvetage à la corde. Et nous avons fait un don à la municipalité et aux pompiers d'un fourgon pompe-tonne, d'un véhicule secours routier et d'une ambulance qui était armée d'équipements, de petits matériels et aussi des équipements de protection individuelle. Alors, pouvoir livrer ces véhicules sur place a été assez difficile. Je vous raconterai ça à une autre occasion. Mais tout cela pour vous dire que nos missions chez PUI ne sont pas uniquement des missions d'urgence, mais bien aussi des missions de prévention et de formation. Et au total, pendant nos 17 années d'existence, nous en avons réalisé quand même plus de 250. Vous avez pu l'expliquer, du coup, PUI a vraiment une palette, un champ d'intervention large, tant sur le plan de la prévention, de l'accompagnement et puis de l'intervention après les catastrophes. Vous avez eu la chance, à ce titre-là, de vivre des expériences humaines fortes, tant sur le plan de la communication, avec, par exemple, la tempête Irma en 2017, ou encore plus récemment en intervenant directement sur site à Beyrouth, au Liban, suite à cette énorme explosion industrielle en 2020. Pouvez-vous nous partager ce moment pour nos auditeurs, qui est un moment, je suppose, fort en tant que secouriste d'intervenir dans un théâtre vraiment détruit, avec des images qui peuvent être choquantes? Oui, alors c'est vrai, chaque mission est forte et chaque mission est différente aussi. Et c'est une vraie chance de pouvoir partir aux côtés d'autres bénévoles, alors des bénévoles, mais qui sont très professionnels hein, dans leur activité, dans des circonstances qui, elles, sont complètement catastrophiques, vous l'avez dit, pour les populations sinistrées. Alors, vous avez mentionné Irma. Alors, bon, à cette occasion, je suis, moi, restée sur l'arrière-ligne, hein. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui partent, évidemment. J'ai donc assuré la liaison, la communication. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite parenthèse pour dire qu'il y a beaucoup de monde aussi qui travaille dans les coulisses, hein, en amont, après, notamment la logistique, sans laquelle aucune de ces missions ne pourrait être organisée. Donc, Irma, ça a été une mission très particulière pour nous, et ce pour 2 raisons. La première, c'est que pour la première fois, nous sommes partis en mission d'urgence sur le territoire français, territoire outre-mer. Donc, 14 sauveteurs, et sur place, nous étions engagés aux côtés de l'armée, de personnel médical et de la sécurité civile pour renforcer la chaîne des secours qui s'était mise en place. La deuxième raison est que nos tâches ont été particulièrement diverses lors de ce déploiement, même si c'est très souvent le cas en mission. Nous avons effectué des reconnaissances bâtimentaires sur l'île, nous avons fait de la distribution de médicaments, de la potabilisation et de la distribution d'eau potable. Nous avons procédé à la réhabilitation du système d'assainissement de l'aéroport. Nous avons aussi géré un poste de contrôle et de tri médical pour prioriser les évacuations vers la Guadeloupe et la Martinique. D'ailleurs, comme me le racontaient mes collègues, seul un bagage à main était autorisé au départ. Et de ce fait, certains sinistrés, qui pourtant avaient tout perdu, ont renoncé à partir faute de pouvoir emmener leur animal de compagnie. Donc, une mission qui restera gravée dans les mémoires, c'est sûr. Et que dire de la seconde mission que vous mentionnez au Liban. Donc, ça va faire un an bientôt. C'était en août dernier. Donc là, effectivement, j'y étais avec 19 collègues. Nous sommes partis en réponse à une demande d'aide internationale et nous avons été engagés tout de suite à l'épicentre, aux côtés des pompiers de Beyrouth. Alors souvent, vous vous en doutez, les missions d'urgence consistent à rechercher des survivants dans les décombres. Heureusement, on y parvient parfois. Ça a été le cas à Haïti en 2010, hein, où nous avions pu extraire une fillette et un nouveau-né. Alors à Beyrouth, hélas, dès notre arrivée, il était question de retrouver des corps. Les corps des 10 pompiers qui étaient disparus dans le port lors des explosions, et ce pour permettre évidemment aux familles, aux collègues et aux amis de faire leur deuil. Donc, outre des petites tâches qui se sont aussi mises en place une fois là-bas, comme le déblai de la caserne pour pouvoir réhabiliter le lieu de travail de ces pompiers et survoler le site avec notre drone, le plus gros du travail a bien été effectué par nos 2 chiens de recherche et les maîtres chiens sur le chantier du silo. Un travail de très longue haleine dans les gravats et dans les cratères de 43 mètres qui avaient été causés par la déflagration. Imaginez l'impact. Enfin, on a tous vu les images, moi sur place, mais nous tous à la télévision. 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Lorsqu'on connaît les ravages qui ont été causés par 300 tonnes à l'usine ASNF à Toulouse il y a 20 ans,
Certains de mes collègues y étaient d'ailleurs en tant que sapeurs-pompiers professionnels. On prend la mesure de la catastrophe qui s'est produite au Liban. Une mission à Beyrouth qui sera récompensée par les autorités locales. À juste titre d'ailleurs, vous avez pu le voir sur cette première partie partage d'expérience. L'engagement est un moyen de servir les citoyens et puis de vivre des moments forts. N'hésitez pas, si vous souhaitez vous poser des questions, à rejoindre les SDIS de vos départements pour vous engager plus profondément. Sur une seconde partie de ce podcast, nous allons voir l'industrie de la sécurité avec CS Group. J'ai pu le dire lors de votre présentation, vous êtes actuellement salarié au profit de cette entreprise. Pouvez-vous nous présenter brièvement l'entreprise CS Group et nous dire quels sont les apports de l'entreprise dans le domaine de la gestion de crise en termes de solutions? Oui, alors tout à fait. Donc, CS Group conçoit, intègre et opère des systèmes critiques intelligents dans différents secteurs d'activité et notamment celui de la défense et de la sécurité, le pôle auquel je suis moi-même rattachée. Nous avons aussi une division cyber pour protéger tous les systèmes en question. Alors, le siège social de CS se trouve en banlieue parisienne et nous avons aussi plusieurs établissements en province et à l'étranger, notamment à Toulouse où mon équipe et moi-même sommes basés. Eh bien, notre credo, pour les résumer, c'est que la gestion de l'imprévu ne s'improvise pas, tout simplement. La maîtrise d'une crise en passe par une capacité de travail collaborative entre tous les acteurs impliqués pour que les chaînes de commandement puissent, en tout état de cause, décider des actions à engager et suivre, piloter les opérations. Quelles sont les spécificités de CS Group en termes de développement sur les équipements et les services que vous proposez par rapport à la concurrence? Eh bien, en fait, pour faciliter cette démarche que je viens de vous expliquer, CS a conçu la solution logicielle Crimson. Celle-ci s'appuie sur des technologies innovantes pour le maintien de la sécurité, la conduite des opérations de secours et la gestion de crise. Nous avons continué à développer cette solution avec le support et le retour d'experts tels l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, l'ENSOS, vous-même, bien sûr, la chaire de gestion de crise de l'Université de technologie de Troyes et d'autres partenaires dans le cadre de projets européens, que ce soit d'autres prestataires ou des utilisateurs finaux. Et enfin aussi le pôle nouvelles technologies de l'Entente Valabre, qui est un établissement public dédié aux formations de la sécurité civile et aussi à la prévention face aux risques majeurs. Aujourd'hui, plusieurs facteurs font que la capacité à gérer des crises est un vrai défi à relever. La complexité des environnements, tout d'abord, le fait que ces crises bien se déroulent en temps réel et qu'il faut agir vite, et enfin la multiplicité des organisations impliquées et qui doivent travailler ensemble. Crimson a été conçu comme un outil cartocentré d'aide à la décision qui permet de visualiser le théâtre d'opération et d'établir une situation tactique partagée. Dans le jargon militaire, on appellerait la Common Operational Picture, la COP. Donc, ce logiciel utilise l'ensemble des moyens de communication, donc une cartographie en 2D, 3D, des données tactiques, des contenus multimédia, et ce, sur des périphériques qui sont adaptés à chaque usage. Donc des écrans, des tables tactiles au centre opérationnel ou au poste avancé, des tablettes dans les véhicules et même des smartphones pour les acteurs qui sont déployés sur le terrain. Et c'est tout cela, en somme, qui favorise l'interopérabilité intra- et interservice. Vous l'avez dit, CS Group est partenaire avec la chaire de gestion de crise, mais même bien plus, mécène. Depuis combien de temps ce partenariat existe entre nos deux entités et quelles sont les relations de manière générale, mais aussi de manière plus précise avec le projet ANR Implit? CS est mécène de la chaire de gestion de crise depuis bientôt 4 ans. Et à ce titre, la solution Crimson a été mise à disposition à l'UTT, qui permet donc aux élèves, avec plusieurs accès simultanés à la plateforme, de tester des scénarios d'exercice qui soient multisites ou multiservices. Donc le projet ANR Implique est un projet sur 3 ans qui a été lancé en 2018 et qui s'appuie sur un consortium d'une dizaine de partenaires autour de la chaire et de ses mécènes. Donc la Direction générale de la sécurité civile et de gestion de crise, la Croix-Rouge française, le VISOV, donc les volontaires numériques en gestion d'urgence, et il y en a beaucoup d'autres. Donc si on reprend l'acronyme IMPLIC, il s'agit en fait d'analyser les initiatives des populations locales et l'intégration dans la conduite de crise. Donc ce concept, il est tout à fait en adéquation avec la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 qui place le citoyen au cœur de la sécurité civile comme le tout premier maillon de la chaîne des opérations de secours. Évidemment, il va falloir du temps encore pour que cette démarche s'impose dans la réalité terrain.
Concrètement, Crimson va servir d'interface pour l'affichage et l'identification des comportements sociaux sur Twitter à partir de mots-clés. L'idée, c'est de pouvoir détecter et intégrer toutes ces informations pour faire émerger des nouvelles logiques d'action et renforcer par ce biais le dispositif des secours. Détecter en amont pour pouvoir mieux aider, être un véritable appui, que le citoyen soit un réel apport opérationnel pour les acteurs de la sécurité et de l'urgence. Qu'est-ce que la chaire de gestion de crise apporte à CS Group dans ses activités? Eh bien, il va sans dire que nous attachons beaucoup d'importance à notre relation avec la chaire de gestion de crise de l'UTT. Cette chaire, elle constitue un forum de réflexion et d'interaction, d'échange autour des problématiques de gestion de crise, et ce, dans une démarche qui se veut très opérationnelle, puisque vous travaillez aussi en étroite collaboration avec l'ENSOS. L'utilisation de notre solution logicielle Crimson lors des formations à l'UTT va nous offrir des retours d'expérience qui nous sont précieux sur l'utilisation pratique du logiciel et de possibles axes d'amélioration. Ainsi, nous espérons contribuer à la dissémination d'outils numériques au sein de la sécurité civile, mais aussi pouvoir les faire intégrer dans ces outils justement dans la doctrine opérationnelle. Donc, l'objectif de ce partenariat, c'est vraiment de partager la solution de CS Group, le logiciel Crimson, pour vraiment l'intégrer dans le processus de formation des étudiants de l'Université Technologie de Troyes, pour obtenir des retours d'informations pour améliorer cette solution, mais également pour former les futurs acteurs à ce logiciel de demain. Quels sont les projets futurs en cours pour CS Group pour faire face aux enjeux de demain? On est dans une société où il y a de plus en plus de risques, où chaque entité, organisation est de plus en plus confrontée à une crise. Comment CS Group pense à l'avenir, notamment avec peut-être son logiciel Crimson ou sur d'autres projets en cours? Alors effectivement, peut-être plus de risques et peut-être aussi une plus grande conscience collective de ces risques. Eh bien, écoutez, nous, pour l'avenir, nous sommes engagés dans plusieurs projets européens, des projets de recherche et de développement, et nous avons établi une feuille de route sur plusieurs années pour faire évoluer la solution Crimson en fonction justement des différents besoins des utilisateurs qui remontent jusqu'à nous. Et nous continuons en ce sens à intégrer des technologies innovantes. Alors, ces technologies, quelles sont-elles? Notamment les jumeaux numériques. Donc, ça s'appuie sur la technologie de modélisation des informations du bâtiment, la technologie BIM. Il est question aussi d'intelligence artificielle, évidemment, de nouvelles infrastructures de télécommunications LTE dédiées à la mobilité, des drones terrestres, aériens, la localisation indoor qui constitue encore un enjeu majeur pour les années à venir. Donc, les versions futures de Crimson, je le souhaite, seront encore plus efficaces pour, d'une part, les forces de maintien de l'ordre, afin de les aider à protéger les cibles vulnérables et préparer des missions de sûreté et de sécurité, pour les primos intervenants, pour l'exploration, l'évaluation 3D d'environnements dangereux suite à une catastrophe, notamment grâce à la cybernétique, et aussi pour l'ensemble des forces de sécurité civile et publique, que ce soit donc les pompiers, la police, la gendarmerie, le SAMU, pour les aider dans le suivi et le commandement des opérations. L'objectif du coup du logiciel Crimson est vraiment être un appui pour le décideur dans une situation d'urgence et dans un contexte, un environnement souvent dégradé et défavorable pour les acteurs qui interviennent sur cette intervention. Merci Barbara d'avoir partagé ce point sur l'industrie de la sécurité avec CS Group. On va passer maintenant à une partie plus d'actualité. On a vécu une crise sanitaire longue avec la Covid-19, que ce soit dans le monde entier ou la France. Quel est votre regard sur cette situation, si on doit parler de gestion de crise? Alors, il est vrai qu'au fil des années, nous nous sommes beaucoup préparés au sein de la sécurité civile aux catastrophes naturelles, des catastrophes humanitaires et de plus en plus des catastrophes climatiques. Mais celle-ci, qui est une catastrophe sanitaire, dépasse un peu notre entendement. Le confinement, le couvre-feu, ces concepts sont complètement inédits pour nous, pour plusieurs générations d'entre nous en tout cas, et certainement hors situation de conflit. Alors, si je dois porter un regard avec ma triple casquette, on va dire, donc une casquette CS, une casquette de SPV et ma casquette PUI,
c'est que la crise a véritablement mis l'accent, une fois de plus, sur le besoin d'interopérabilité des secours et sur la nécessité du travail collaboratif interservices. Alors, avec cette crise, grâce à cette crise peut-être, de nombreuses initiatives solidaires ont vu le jour. Alors, si je dois parler de Crimson, Crimson a été utilisé dans les SDIS, il me vient à l'esprit notamment le 57 ou le 29 à titre d'exemple, pour cartographier l'impact de la Covid-19 pour les autorités. Donc, SPV, j'ai été amenée, comme beaucoup d'autres, à prêter main forte au personnel soignant. C'est encore le cas aujourd'hui, dans des structures qui ont été mises en place, des vaccinodromes, des vaccibus, pour pouvoir justement aider à vacciner la population. Et enfin, dans le cadre de PUI, nous avons mené énormément d'actions de proximité en collaborant plus activement encore que de normal avec la Croix-Rouge, le Secours populaire, les instances sanitaires et même la police nationale pour mettre en place plusieurs dispositifs de lutte contre la Covid-19. Pour revenir sur le point que vous avez souligné d'interopérabilité, le 2 juin dernier, la France a connu une immense panne, une panne concernant les numéros d'urgence en France, 17, 18, 15, 112, qui a été jugée comme inacceptable selon les propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Que faire pour éviter de revivre ce scénario de demain? Une enquête est actuellement en cours pour juger les conséquences potentiellement humaines qu'on peut rattacher à cette panne. Est-ce que le numéro unique du 112 ou une plateforme unique entre les acteurs est une solution, selon vous, pour la gestion de l'appel d'urgence et de secours de demain en France? Alors, il est vrai que la soirée et la nuit du 2 juin dernier, mes collègues pompiers et moi-même avons été un peu sur le qui-vive. C'est vrai que nous étions soucieux d'assurer les secours malgré la panne des numéros d'urgence. Et donc, d'ailleurs, dans mon cas précis, nous avons fait camper un stationnaire au centre de secours auquel je suis rattachée pour pouvoir assurer une permanence téléphonique si besoin. Et dans la nuit, cela a d'ailleurs permis de déclencher une intervention de secours. Alors clairement, cet incident a contribué à alimenter un débat qui n'est pas récent sur le numéro unique. Pardon. Donc la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France est très favorable à ce qu'on puisse faire le distinguo entre tout ce qui est urgent et non urgent, qui est un peu aussi au cœur de ce débat. Alors pour ma part, je ne dispose pas de tous les tenants et les aboutissants. Il y a des groupes de travail pour cela, il y a de vraies réflexions qui sont menées, engagées. Mais en tout cas, je suis évidemment favorable à tout ce qui peut faciliter une prise en charge rapide et efficace des urgences. Alors, est-ce que c'est le numéro unique? J'avoue que je ne saurais pas vous répondre. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'en situation de détresse, et on le sait tous, dans le cadre de nos activités de pompiers, le temps paraît très très long. Et pour une urgence vitale, chaque minute compte. D'autant que les acteurs, que ce soit, on a pu les évoquer, les pompiers, les forces de l'ordre, le SAMU échange régulièrement sur beaucoup d'interventions basiques comme les accidents de la route, à titre d'exemple. Oui, tout à fait. Eh bien, nous sommes tous amenés à travailler ensemble, de toute façon, au quotidien. Nous sommes amenés à travailler avec les différentes organisations. Après, il faudrait peut-être formaliser cela différemment. Et c'est ce auquel s'emploient beaucoup de personnes, je pense, au sein de la sécurité civile et de la Fédé. Une restructuration importante pour demain. N'hésitez pas à lire le rapport Marcus, qui est un rapport de travail sur ce projet du numéro unique et de la plateforme qui évoque les différentes réflexions sur ce domaine-là. Merci Barbara Menck d'être venue aujourd'hui pour cet épisode de la chaire de gestion de crise. Ben, écoutez, merci à vous de m'avoir reçu, Tanguy, c'était avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir écouté Wedgie, le podcast de la chaire de gestion de crise. N'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux. Je vous dis à cette rentrée, à septembre, pour un nouvel épisode de Wedgie. Et à bientôt, chers auditeurs.